Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 180. Et dans cette chronique, je vais essayer de synthétiser un petit peu pour clarifier la politique de Xi Jinping concernant cet ouvrage remarquable et que je vous invite à lire, qui s'intitule la gouvernance de la Chine. Alors, tout d'abord, on parle aujourd'hui, de façon réelle et sérieuse, d'un socialisme de marché, parce que beaucoup de gens parlent de capitalisme d'État, enfin, tout et n'importe quoi, donc essayons de revenir réellement à ce qui est qualifié, en cas d'espèce, sur la doxa de l'économie chinoise. Alors, je dirais que effectivement, cela s'approche plus de l'économie sociale de marché, ou qu'on pourrait appeler vulgairement économie socialiste de marché, bien que certains pourraient y voir, je dirais, des théories oxymoriques, mais néanmoins, aujourd'hui, nous sommes dans un système un peu hybride, système de troisième voie, finalement au fond, qu'avait commencé à une amorce dans sa structure le gouvernement de Tito en ex-Yougoslavie, et dont les Chinois ont su, pour différentes raisons que je vais expliquer, développer ce concept. Alors déjà, il faut savoir ce qu'est le socialisme de marché. Alors, dans le socialisme de marché, on dit que, d'une manière générale, pour synthétiser, dans cette théorie, les moyens de production sont détenus par l'État, mais les entreprises restent indépendantes dans leur prise de décision, ce qui donne finalement une flexibilité importante. Alors, donc, nous avons vu qu'effectivement, les moyens de production sont détenus par l'État, que les entreprises ont une certaine indépendance, surtout une question de prise de décision, et donc cela se traduit par une certaine flexibilité. Ensuite, on peut considérer que l'État est alors, je dirais, détenteur des moyens de production, et une autorité détermine les prix empiriquement. Et si un surplus, par exemple, apparaît, alors les prix baisseront selon le principe de l'offre et de la demande. Alors, les entreprises sont cependant libres et prennent les décisions de gestion comme elles le souhaitent, ce qui diffère effectivement du socialisme chinois, puisque les entreprises du privé sont des fausses entreprises du privé. Ce sont généralement des entreprises qui appartiennent au parti, donc ce sont des entreprises publiques, mais qui, je dirais, ont des règles de marché, mais qui appartiennent, encore une fois, à l'État. Alors, ça c'est pour le socialisme à la chinoise. Revenons à ce qu'on peut qualifier d'une façon, je dirais, classique du socialisme de marché. Alors, on a deux systèmes qui cohabitent ensemble. D'un côté, nous avons l'État qui est propriétaire des moyens de production, tout en bénéficiant de l'efficacité des mécanismes, je dirais, rationnels du marché, et d'un autre côté, une gestion par des administrateurs qu'on pourrait qualifier d'indépendants. Alors, si on essaye de constater dans l'histoire quels sont les pays qui ont essayé d'adapter ce socialisme de marché, alors nous avons premièrement, je dirais, la Yougoslavie de Tito, qui a essayé de faire coexister un petit marché à l'intérieur, permettant effectivement aux paysans, boulangers ou mécaniciens de pouvoir faire du bénéfice, tout en garantissant les grandes orientations et les grands pouvoirs de l'État sur ce qu'on appelle l'économie et sur les matières premières. Et bien entendu, garantissant une sorte d'État-providence. Ensuite, nous avons également le gaullisme. De Gaulle a essayé, par son État-providence, d'être l'arbitre au nom de l'État entre les entreprises du privé et du public. Ensuite, cette théorie a essayé de se mettre en place
en URSS sous Mikhail Gorbatchev, mais de toute manière, comme il y avait peu de volonté à sauver le socialisme, on sait pertinemment que c'est le choix du capitalisme et de l'économie de marché intégrale qui a été, je dirais, choisi. La conséquence, on la connaît. Donc, et ensuite, on peut considérer que cette prise de position, ce choix théorique, a été développé dans la Chine contemporaine de Deng Xiaoping avec des adaptations majeures. Alors, cette théorie ne diffère que peu du capitalisme libéral, soyons honnêtes, quand je parle de socialisme de marché. Puisque même si les entreprises sont possédées par l'État, elles restent dans un objectif de rentabilité, ne subissent aucune régulation. Le seul aspect du socialisme de marché qui n'a jamais été mis en place et qui semble plus utopiste est son désir de déterminer les prix du marché. Alors pour en venir, puisque finalement c'est cela qui nous intéresse, pour en arriver à cette fameuse économie de marché, on peut considérer que la transition vers l'économie de marché de 1979 à 2015, la vision de Deng Xiaoping, tant sur le plan politique que sur les stratégies de développement, s'imposait après son retour au pouvoir. Pour étayer ce que je viens de citer, le dicton préféré de Deng Xiaoping reflète bien sa méthode de réforme politique et économique selon ce qu'on appelle le 4 corrigeant, problème de statistiques, des biais de prix en faveur des produits industriels. Les économistes estiment que le taux de croissance se situe entre 4,3% à 5,3%. Je dirais que 17 premiers, peu importe qu'un chat soit noir ou blanc, celui qui rattrape la souris est le bon chat. Alors par cette métaphore, Deng Xiaoping veut dire que la ligne rouge marquée par les conservateurs du parti entre ce qui est capitaliste et ce qui est communiste n'a pas lieu d'être. Je dirais même qu'il veut promouvoir des cadres qui sont capables de développer l'économie, même s'ils empruntent, je dirais, les méthodes ayant fait leurs preuves dans les pays capitalistes. Ainsi, la capacité de créer la croissance économique devient un critère prépondérant pour la promotion des cadres du gouvernement et, ma foi, du parti. Donc ce choix est incontestablement une clé pour maintenir l'économie chinoise continuellement sur une trajectoire de croissance très rapide, bien entendu, et sur une période aussi longue. C'est ce que révèle le 19e congrès de Xi Jinping sur, effectivement, se donnant sur sa feuille de route un objectif jusqu'en 2049. Alors le deuxième dicton préconise de traverser la rivière en tâtonnant pierre à pierre. Il décrit une méthode de résolution de l'incertitude impliquant finalement au fond une approche graduelle pour mener des réformes politiques et économiques afin d'éviter le risque d'instabilité économique, politique et sociale durant la période de transition. La Chine a ainsi adopté une approche graduelle, pragmatique, à double voie pour réformer et ouvrir son économie, ce qui évite un effondrement simultané des firmes étatiques non viables lorsque les soutiens de l'État sont retirés, un chômage de masse et des désordres sociaux sévères pouvant nuire gravement au développement économique. Alors les réformes économiques visaient surtout à, je dirais, corriger un ensemble de distorsions et d'arrangements institutionnels de second rang créés par la stratégie de développement initiale, conduisant immanquablement à une allocation inefficace des ressources. Alors,
ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il s'agit de construire une économie de marché socialiste où cohabitent les entreprises publiques et privées, en attribuant un rôle important au marché pour guider l'allocation des ressources tout en préservant un pouvoir régulateur significatif pour l'État. Les premières réformes avaient eu lieu à la campagne, ne l'oublions pas, en attribuant les droits d'exploitation des terres agricoles à chaque famille et en les autorisant à vendre leur excédent de production. Ce que Tito avait fait en Yougoslavie, de façon embryonnaire. Alors ces réformes avaient donné immédiatement des résultats très encourageants et permettaient au gouvernement de faire la promotion des avantages que les réformes à venir seraient susceptibles d'apporter, réduisant bien entendu ainsi les résistances politiques aux réformes. Alors dans le secteur industriel non prioritaire et le commerce, le gouvernement autorisait et encourageait le développement des entreprises privées et semi-privées qui, ma foi, venaient concurrencer progressivement les entreprises publiques, ce qui obligeait ces dernières à améliorer leur efficacité, effectivement. Alors le gouvernement avait instauré un système à double prix pour les entreprises publiques dont la production faisait l'objet de la planification. Chaque entreprise devait produire une quantité fixe à un prix que l'État avait fixé, et toute quantité supplémentaire produite par l'entreprise pourrait être vendue sur le marché au prix de marché. Un contrat de responsabilité était introduit. En fonction des résultats, les dirigeants et les employés, pourraient toucher des primes. Par ailleurs, je voudrais préciser que pour encourager les inventions, la Chine avait reconnu et protégé dès 1979 les droits de propriété intellectuelle. L'ouverture à l'international avait donné un coup d'accélérateur à l'économie chinoise. L'amélioration des relations sino-américaines dans un contexte géopolitique opposant les États-Unis et l'Union soviétique avait sans aucun doute favorisé cette ouverture permettant à la Chine d'accéder aux marchés occidentaux avec des tarifs douaniers assez bas. Rappelez-vous ce que je vous avais expliqué dans le passé, cette alliance que les Chinois ont faite avec les États-Unis. Les uns avaient la volonté d'effondrer l'URSS et les autres de freiner son hégémonie. Ce qui a bien entendu pour conséquence, une des conséquences, la fin de l'URSS. Alors, le commerce, par exemple, avec les pays développés, permettait d'échanger les biens de consommation et les matières premières contre des biens d'équipement et des technologies plus avancées. Cumulé du fait que les Occidentaux ont toujours essayé de s'implanter dans ces pays-là pour, finalement, au fond, profiter de la main-d'œuvre pas chère et à bas coût, n'ont pas réfléchi qu'ils pouvaient être effectivement spoliés et copiés, voire plagiés. Alors, la Chine attirait d'abord les capitaux étrangers, dans les secteurs à forte main-d'œuvre, où la Chine avait un avantage, je dirais, comparatif, évident, dans un contexte où les productions dans les pays de l'Asie de l'Est montaient en gamme, et cette mesure avait permis d'attirer rapidement des investissements, je dirais, directs étrangers. Alors, des salaires extrêmement bas, le lien culturel, dans le cas par exemple des entreprises venues de l'Asie de l'Est, et la stabilité politique et sociale constituaient les principaux facteurs déterminants en Chine dans les années 80. Alors, pardon. Pour accélérer ce processus, la Chine avait créé des zones économiques spéciales, dotées du Huang. Considérez que la réforme rurale joue un rôle crucial dans le décollage de l'économie chinoise, des conditions très favorables pour les entreprises. En outre, le contrôle du mouvement de population avait été relâché pour permettre aux entreprises des zones côtières de recruter des migrants des régions intérieures. La croissance extrêmement rapide des secteurs non prioritaires libéralisés et de ceux liés, au commerce extérieur avait créé les conditions pour réformer en douceur les secteurs initialement, considérés comme prioritaires. En poursuivant
une stratégie de développement basée sur des avantages comparatifs et tirant profit du retard technologique accumulé, la Chine avait réalisé une croissance très rapide, tout en maintenant la stabilité sociale, et cette dernière contribuait aussi au développement en donnant confiance aux investisseurs nationaux et étrangers. Alors la mise en œuvre de cette stratégie était constamment améliorée grâce aux expérimentations des réformes locales, qui étaient largement encouragées, et au partage au niveau national des expériences réussies. La croissance chinoise ne peut, en vrai, finalement, au fond, pas être expliquée uniquement par un taux d'épargne et d'investissement exceptionnel élevé. Elle est en fait stimulée par une hausse continuelle de la productivité et une rentabilité du capital très élevée. Et durant cette période de transition, le gouvernement avait autorisé une certaine liberté d'expression. Les idées, par exemple, de démocratisation étaient propagées dans la presse et parmi les universitaires. L'approche à double voie avait permis l'enrichissement de personnes proches du pouvoir qui n'avaient qu'à acheter au prix du plan le plus bas et revendre au prix du marché nettement supérieur. Ce qui avait pour conséquence effectivement de générer des corruptions importantes, ce que souligne exactement Xi Jinping dans sa gouvernance chinoise. Alors n'oublions pas que nous étions à l'amorce de ce développement. Bien entendu, cela a encouragé les étudiants à manifester, à se plaindre des dérives, surtout dans le cadre de la corruption, et ce qui les incitait à critiquer le gouvernement et à encourager les étudiants à manifester. N'oublions pas qu'un important mouvement d'étudiants en 89 avait menacé gravement la stabilité politique du fait de la divergence interne du Parti communiste chinois entre ceux qui prônaient les réformes politiques établissant, une démocratie à l'occidentale, et ceux qui prônaient la stabilité et le maintien du pouvoir dominant le Parti communiste. Finalement, au fond, l'histoire a donné raison au parti. Car dans une révolution orange en Chine, ou une révolution qu'on pourrait appeler jaune, comme il s'est passé en 2014 et puis ces derniers temps à Hong Kong, je ne suis pas persuadé que la Chine aurait pu développer toute sa technologie et aujourd'hui être, un véritable mastodonte sur le marché des hautes technologies. Je prends le cas d'espèces, par exemple, de Xiaomi, de Huawei, de Oppo, de OneNote, pour ne citer que. Alors, bien entendu, suite au mouvement d'étudiants, en 89, les réformes avaient été un temps freinées par l'aile conservateur du parti. Au printemps 92, Deng Xiaoping, à l'âge de 88 ans et à la retraite depuis 89, prononçait dans le sud de la Chine des discours annonçant la poursuite et l'approfondissement des réformes et indiquait clairement que l'ouverture économique ne ferait pas marche arrière, ne ferait pas machine arrière. Bon. Que pouvons-nous dire ensuite? Eh bien, finalement, tous ces discours qui ont stimulé les initiatives des réformateurs et même rassuré les investisseurs étrangers, bien qu'ils découvraient qu'ils ne pouvaient pas avoir d'actionnariat majoritaire, puisque ces individus n'avaient pas compris que la Chine, que l'État restait encore la garante de ses biens et de ses structures. J'en veux pour preuve la Goldman Sachs qui s'est fait mettre dehors, croyant qu'elle pouvait être actionnaire majoritaire. Je vous invite à faire des recherches là-dessus, c'est assez intéressant. Alors, bien entendu, les nouvelles réformes introduites suite à ces discours se traduisaient par une accélération sans précédent
de la croissance économique. Alors les réformes les plus significatives, suite au discours de Deng Xiaoping, étaient suppression de la planification, libéralisation des prix, et cette réforme comportait un risque politique car elle induisait une forte inflation étant donné que la grande divergence entre les prix fixes dans le cadre du plan et les prix du marché, les développements des marchés financiers, ce qu'on appelle les obligations ou actions et matières premières. La privatisation des entreprises publiques des petites moyennes tailles qui n'étaient pas prioritaires. Alors encore une fois, je reste très tendancieux là-dessus parce qu'à partir de certaines recherches et études, elles ne sont privées que pour l'extérieur, mais elles restent encore, je dirais, sous tutorat de l'État. Donc ce sont des fausses entreprises privées, j'insiste là-dessus. N'oublions pas la mise en œuvre des mesures pour accéder à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, adhésion effective fin 2001. La libération du marché intérieur pour les investisseurs étrangers, mais n'ayant des marchés qu'en fonction des partis communistes de chaque région, ne pouvant bien entendu se garantir le marché complet sur toute la carte chinoise. Bien entendu, une plus grande flexibilité pour le régime de change et je dirais même la réévaluation du yuan, la monnaie chinoise, au milieu des années 2000. Alors, une hausse importante des dépenses dans l'éducation, car cela va de pair, puisqu'il faut préparer les nouvelles élites. Et on note, pour éviter, je dirais, la trappe de pauvreté, et pour dégager plus d'épargne pour investir et donc accélérer la croissance. Alors la Chine avait introduit sur la période de 1979 à 2015 une politique de contrôle de naissance drastique, souvenez-vous, l'enfant unique, sauf pour les ethnies minoritaires. En ville, cela se traduisait par la politique de l'enfant unique. Une autre politique remarquable est l'envoi de nombreux étudiants et chercheurs dans les universités occidentales afin d'acquérir les connaissances scientifiques et technologiques les plus avancées. Ils sont, je dirais, suivis par un flux croissant d'étudiants autofinancés, et cet échange avec l'Occident a beaucoup aidé la Chine à rattraper rapidement les retards scientifiques et technologiques et a fourni, je dirais, énormément d'ingénieurs et de cadres. N'oublions pas que l'affaire Huawei, dernièrement, avec le président des États-Unis, George Bush, a fait prendre conscience à la Chine qu'il fallait qu'elle développe son propre système d'exploitation suite justement au conflit qu'elle a eu sur critiques qui ont été formulées de la part de l'État américain, et plus précisément du président Trump, sur un éventuel, je dirais, espionnage industriel. Et c'est ce qu'a fait Huawei en développant un système d'exploitation Linux emprunté aux Russes, afin, à long terme, de ne plus avoir besoin de Google. Mais cela est une autre histoire. Maintenant, effectivement, je dirais, les raisons de la performance extraordinaire de l'économie chinoise, pour apprécier, je dirais, le caractère exceptionnel de la performance économique de la Chine depuis les réformes et les ouvertures économiques entamées il y a à peu près 36 ans, me semble-t-il, il convient de se placer dans une perspective historique et comparer la Chine avec d'autres pays en transition, ou même je pourrais qualifier de... pays émergents. Alors du point de vue historique, une croissance rapide et soutenue, je dirais du revenu par habitant est un phénomène moderne. Et selon effectivement les spécialistes ou les historiens de l'économie, la croissance du revenu annuel moyen par habitant dans l'Europe de l'Ouest était seulement de 0,5% avant le XVIIIe siècle. Il montait environ à 1% au XIXe siècle et atteignait environ 2% au cours du XXe siècle. Autrement dit, le revenu
par habitant en Europe a pris 1400 ans pour doubler avant le XVIIIe siècle, environ 70 ans dans le XIXe siècle et 35 ans pour la suite. La Chine a sorti de la pauvreté 900 millions d'individus, ce qui n'est quand même pas rien, c'est quand même une sacrée performance. On n'a peut-être pas idée, mais il suffit de se plonger dans l'histoire de la Chine et finalement pour s'en apercevoir. Pardon. Alors cette accélération de la croissance s'explique par le changement de mode d'innovation technologique. Avant et après la révolution industrielle au XVIIIe siècle, les innovations basées sur l'expérience au quotidien des artisans et des paysans sont de plus en plus remplacées par celles basées sur l'expérience menée avec des méthodes scientifiques sur le terrain, et plus particulièrement dans les laboratoires. La révolution industrielle est un processus, il faut bien le comprendre, de transformation industrielle, économique, sociale et institutionnelle qui a permis de traduire ces innovations en croissance effective. Dans ce processus, la force de travail, qui était majoritairement dans la production agricole, en autarcie, se déplace vers le secteur manufacturier et celui des services. Le secteur, manufacturier passe graduellement des industries intensives en travail aux industries intensives en capital et en haute technologie. Au stade final, ce processus, le secteur de services domine les autres secteurs. Les innovations technologiques et le changement, de structure de l'économie qu'elles induisent impliquent un accroissement de l'économie d'échelle. Un besoin de croissance en capital financier et humain, ce que on pourrait qualifier un accroissement de la taille du marché pour écouler la production de masse, et une hausse significative des risques. Et pour faire face à ces problèmes et réaliser le potentiel de croissance, libéré par les nouvelles technologies et l'industrialisation, ma foi, l'État doit s'efforcer d'améliorer les infrastructures matérielles comme les réseaux d'énergie et des routes. Sans oublier les infrastructures immatérielles telles que le cadre juridique, les institutions financières, la régulation des marchés et le système éducatif. En effet, il s'agit des biens et des services publics que le secteur privé ne peut pas toujours fournir en quantité suffisante. La croissance très rapide de la Chine durant la période de transition est rendue possible par le retard de développement de la Chine par rapport aux pays développés au moment où commencent les réformes et l'ouverture de l'économie nationale. Un pays en retard, peut importer et absorber les technologies existantes. Ce processus est beaucoup plus rapide que celui de créer de nouvelles technologies économiquement viables lorsqu'un pays, bien entendu, se trouve sur la frontière des technologies et doit, par conséquent, découvrir les nouvelles technologies. Alors, connaissant les infrastructures matérielles et immatérielles nécessaires et sachant comment les mettre en place pour accélérer la croissance. Un pays comme la Chine peut croître à un rythme beaucoup plus élevé que celui des pays développés en des décennies jusqu'à ce que l'écart du revenu par habitant soit nettement réduit par rapport à ces pays. À cet égard, il faudrait préciser que la Chine n'est pas le seul exemple. Avant elle, il y a eu effectivement le Japon, la Corée du Sud, Singapour, Taïwan, qui ont connu également des périodes prolongées de forte croissance. Et il convient de noter que le retard de développement n'implique pas automatiquement un décollage économique, car beaucoup de pays restent dans la trappe de la pauvreté. Alors les réformes graduelles bien menées, l'ouverture de l'économie vers l'international en vue d'acquérir finalement au fond des technologies et des savoir-faire avancés, ainsi qu'un système politique réformé fonctionnant plus efficacement ont permis d'exploiter le potentiel de croissance dû au retard du développement. La pertinence de l'approche graduelle de la réforme adoptée par la Chine à la fin des années 70 n'a été perçue que tardivement par les économistes occidentaux, toujours à la traîne. En effet, la proposition la plus en vogue dans les années 80 était la thérapie de choc, souvenez-vous, la fameuse théorie de Milton Friedman,
dont Naomi Klein a su faire un livre, La stratégie du choc, ou Le capitalisme du désastre. La fameuse politique Thatcher, Reagan, Giscard pour ce qu'il en est de la France, puisque nous avons eu la loi de 73, coup d'État au Chili, et les néoconservateurs aux États-Unis. Bon. Cette théorie, prenant une réforme accélérée visant à adopter l'ensemble des 20 règles de l'économie de marché dans une économie en développement. Il s'agissait de supprimer, je dirais, toutes les distorsions en mettant en œuvre des programmes simultanés de libération, de privatisation, de découpe, de marchéisation, afin d'atteindre l'optimum social du premier rang. Et la thérapie, je dirais, de choc ignore le fait que les agents économiques ont besoin du temps pour apprendre les nouvelles règles. Ils veulent voir les résultats bénéfiques concrets pour participer ou ne pas s'opposer aux réformes. En plus, elles ne prévoient pas qu'une élimination, je dirais, immédiate de toutes les distorsions qui entraînent, ma foi, la faillite massive des firmes non viables, ce qu'on pourrait qualifier une sorte de contradiction importante de la production et une poussée du chômage, qui en est la conséquence. Alors, craignant effectivement, comme je l'ai précisé, ces conséquences, beaucoup de pays en développement ne réforment pas et continuent à subventionner des firmes inefficaces. Ce qui a, encore une fois, pour conséquence de ralentir la croissance économique. Alors l'approche pragmatique graduelle et à double voie adoptée par la Chine offre une bonne alternative à la thérapie de choc, ou du moins à l'économie de marché intégrale et du capitalisme financiarisé et du libéralisme le plus violent, car elle permet de réformer sans perdant et donc de garder la stabilité sociale et politique tout en créant une dynamique de croissance durable. Les premières réformes adoptées par le gouvernement chinois donnaient des incitations claires aux partisans tout en améliorant, je dirais, la productivité des firmes. Par ailleurs, le gouvernement libéralisait d'abord l'entrée des entreprises privées, des investissements directs étrangers, de ce qu'on appelle des co-entreprises dans un premier temps. Alors, je voudrais faire une petite comparaison. La Chine a libéré l'économie tout en maintenant le politique, ce que Gorbatchev a fait le contraire. Il a libéré le politique et l'économie a suivi, ce qui a eu pour conséquence, effectivement, un désastre en URSS et, je dirais, un maintien du développement en Chine. Alors, si on parle par exemple des secteurs qu'on pourrait qualifier d'intensifs en main-d'œuvre pour profiter par exemple des avantages comparatifs, ou pour même initier dans un processus d'apprentissage où les entreprises chinoises pouvaient progressivement monter dans la chaîne de valeur. Rappelez-vous, dans les années 70, tout le monde se moquait de Toyota. Et effectivement, c'était un véhicule pas très cher. Aujourd'hui, tout le monde se bat, enfin du moins les gens veulent acheter des Lexus, qui est le véhicule de qualité. Et même enfin, les Chinois passent exactement de la même façon. Ils font des véhicules pour, je dirais, pour la grande consommation et à côté développent également des véhicules de qualité. Cela prendra du temps certes, mais comme je l'ai précisé précédemment, le Japon est passé par là. Alors ces premières réformes créent ainsi une dynamique de croissance forte et préparent finalement les conditions nécessaires pour libéraliser les secteurs prioritaires et fortement protéger les uns après les autres. Des réformes plus approfondies étaient introduites au fur et à mesure que l'expérience réussie des pays de l'Asie de l'Est, qui consiste finalement à développer une économie fortement exportatrice afin d'importer les technologies nécessaires pour moderniser graduellement et le plus rapidement possible. Le gouvernement chinois a pris des mesures politiques favorables à l'apprentissement des technologies. Notamment, il insiste sans cesse sur l'importance d'acquérir des nouvelles technologies et améliore le système de protection des droits et de propriété intellectuelle et investit massivement, je dirais, dans l'éducation. Alors, pour permettre, bien entendu, cela est un gain puisqu'il permet aux entreprises nationales d'apprendre des expériences des entreprises étrangères.
Et finalement, les premières mesures obligent les investisseurs étrangers à s'associer aux entreprises. Quand je dis s'associer aux entreprises, bien entendu, vous m'aurez compris, entreprises chinoises. Alors les entreprises étrangères découvrent rapidement que la Chine dispose d'une main-d'œuvre capable de maîtriser des technologies sophistiquées, ce qui les conduit à introduire de plus en plus de technologies en Chine. Pour moderniser les entreprises nationales, la Chine utilise de plus en plus de ressources financières pour importer des biens d'équipement à haute technologie et à acheter puis à absorber des technologies avancées pour ensuite innover et créer de nouvelles technologies à son tour. Ce qui accélère, bien entendu, considérablement, je dirais, le processus de modernisation. Alors pour accompagner la montée dans la chaîne de valeur, l'État investit massivement dans les infrastructures matérielles, réseaux, énergie, autoroutes, aéroports, métros, ports, trains, à grande vitesse. Bon, la liste serait longue et fastidieuse. Et qui sont développés finalement, au fond, en prévision d'une accélération de la croissance. Sans oublier, bien entendu, l'adaptation des infrastructures immatérielles, hein, comme je l'ai précisé tout à l'heure, lois, institutions, systèmes éducatifs, organismes de recherche, etc. Alors la croissance rapide de l'économie chinoise ne peut se dissocier de la réorganisation du pouvoir politique chinois autour de la nouvelle stratégie de développement économique. Il est intéressant de constater que la Chine a pu réussir à changer le régime politique, alors que les pays de l'Europe de l'Est et de l'Union soviétique sont convaincus de la nécessité qu'un tel changement pour accéder à une croissance plus rapide, ce qui a été un véritable fiasco. Alors après son arrivée au pouvoir, Deng Xiaoping a modifié le système politique en éliminant le mandat à vie des dirigeants de très haut rang, en décentralisant, je dirais, les pouvoirs administratifs et en rendant les dirigeants responsables du développement économique de la région qu'ils gouvernent. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Quand par exemple Peugeot PSA veut un contrat avec la Chine, il n'a effectivement qu'un contrat avec une région, et non pas avec l'ensemble de la Chine. Ce qui permet justement de pouvoir jouer la concurrence entre les Occidentaux, et puis tirer son avantage. Le nouveau système politique et administratif permet finalement, au fond, de résoudre le problème d'incitation et encourage les dirigeants locaux et régionaux à faire des expériences de réforme. Les expériences réussies sont ensuite généralisées au niveau national. Notons et précisons que chaque entité gouvernementale est dirigée par un responsable administratif et un responsable politique. Et cette gouvernance, n'oublions pas qu'elle a été créée par Mao Tse-tung dans les années 30. Et pendant la période de guerre civile, opposant le Parti communiste au Parti nationaliste, qui a pour effet de faire jouer la rivalité entre les dirigeants de ce qui réduit le risque d'inertie, et les nouvelles institutions, telles que les organismes audit et d'inspection disciplinaires, sont créées afin de réduire la corruption qui émerge dans un contexte d'économie de marché. Puisque la corruption est inhérente, effectivement, au capitalisme et à l'économie de marché. Alors, par ailleurs, je voudrais préciser que la Chine adapte ses institutions et crée d'autres institutions pour faire face aux problèmes soulevés par le développement de l'économie de marché. Et même, je dirais, le nouveau système politique et administratif chinois, initié par Deng Xiaoping, a certainement des avantages du point de vue du développement économique par rapport à celui des pays dirigés par un dictateur qui privilégie ses proches afin d'accaparer les richesses du pays au mépris des compétences. Ça, on l'a pu le voir en Irak, on a pu le voir ailleurs. Et il est plus efficace que celui des pays émergents avec une démocratie immature, dirigée par des hommes politiques, élus sans nécessairement avoir de bonnes expériences en matière de, je dirais, de très forte expansion, et qui pour la plupart se font élire par des, je dirais, des déclinaisons sociétales. Alors la croissance chinoise semble changer de régime pour tomber durablement en dessous des 7%, bien que le taux de croissance actuel reste encore considérable. Il existe un certain nombre d'obstacles que l'économie chinoise doit surmonter pour préserver une croissance soutenue. Alors, le retard du développement est moins prononcé qu'il y a effectivement une trentaine d'années, et je dirais même d'autres pays plus en retard viennent concurrencer la Chine, étant donné la forte hausse du salaire chinois.
Au fur et à mesure du développement de l'économie chinoise, les marchés d'exportation sont devenus de plus en plus limités pour assurer une croissance aussi rapide des exportations que par le passé. En plus, les pays développés, suite à la crise financière globale de 2008, la crise des subprimes, accroissent le degré de protectionnisme. La Chine a réfléchi sur cette problématique. Le protectionnisme pour protéger les emplois nationaux dans les secteurs concurrencés par les entreprises chinoises. Alors surtout, je voudrais préciser que cela est très important parce que finalement, c'est pour faire face à ces problèmes où la Chine a réorienté, je dirais, sa stratégie de croissance basée largement sur les exportations vers une stratégie de croissance fondée sur la demande intérieure. Pardon. Le dividende démographique, faisant suite à la remise en place de la politique de contrôle des naissances, qui avait induit une pyramide des âges particulière avec un nombre maximum de jeunes adultes et relativement peu d'enfants et de personnes âgées, finalement au fond disparaît. Alors la Chine doit faire face maintenant au problème de vieillissement de sa population et de financement des retraites. Pour remédier à ces problèmes, la Chine a récemment, je dirais, relâché la politique de contrôle des naissances en autorisant la naissance d'un deuxième enfant. D'autre part, dans toutes ces réformes et cette évolution, n'oublions pas qu'il y a effectivement pas seulement des avantages, il y a aussi des conséquences néfastes. Parlons par exemple de la corruption qui est devenue un problème majeur au fur et à mesure de la croissance de l'économie chinoise. Les gouvernements de différents niveaux, je dirais, disposent d'un pouvoir discrétionnaire important dans les décisions, ce qui favorise la recherche de la rente. Alors bien qu'il existe des organismes disciplinaires, la transparence et la surveillance font défaut. Le gouvernement actuel a nettement renforcé la lutte contre la corruption, ce qui entraîne des fuites des capitaux et la baisse de consommation des biens et des services liés à la corruption des officiers. Toutefois, il faut préciser que depuis les réformes de Xi Jinping, une baisse de corruption est de plus en plus importante, et à la croissance future et à la réduction des inégalités sociales qui à un temps étaient devenues trop importantes, qui aujourd'hui sont en train de se rééquilibrer. Alors un risque majeur se trouve au niveau du secteur immobilier. Celui-ci est devenu l'un des moteurs de croissance importante de l'économie chinoise, depuis, me semble-t-il, 2003. L'année où le gouvernement, je dirais, autorisait les ménages à accéder au crédit pour acheter leur logement. Le prix de l'immobilier urbain a connu une hausse spectaculaire dans les moyennes et grandes villes, ce qui finalement, ma foi, fait craindre l'éclatement des bulles immobilières. Alors un tel événement peut avoir des conséquences catastrophiques en générant des difficultés de financement pour certains gouvernements locaux dont les besoins financiers sont aussi, je dirais, assurés jusqu'à 50% par la vente des terrains constructibles. Et qui, ma foi, en entraînant des pertes importantes pour les banques qui ont financé massivement les promoteurs et les acquéreurs des biens immobiliers, finalement en induisant des pertes pour les ménages. Alors, vu l'importance du secteur immobilier, une crise immobilière peut entraîner une récession de l'économie chinoise. Le mieux que le gouvernement chinois puisse faire est d'éviter un ajustement brutal en mettant en place des mesures régulant l'offre et la demande. La vulnérabilité, la vulnérabilité financière constitue, je dirais, un autre facteur de risque important. Afin de garantir, ou je dirais même de maintenir le rythme de croissance de l'économie. Alors le gouvernement a répondu au ralentissement de la croissance suite à la crise financière globale en stimulant l'investissement, ce qui a fait accroître fortement l'endettement privé et public. Notons que fin 2015, la dette privée, dont un quart pour les ménages, dépasse de 100% du PIB, donc du PIB. Et celle de l'État est estimée entre 40 et 55% du PIB. Alors
la dette cumulée arrive au niveau comparable, voire supérieur à celui des États-Unis, de 148%, mais derrière celui de la zone euro, de 170%. Les effets pervers des mesures adoptées après la crise financière apparaissent clairement avec un secteur immobilier à pleine, je dirais à la peine, des surcapacités importantes de production dans certaines branches, je dirais, d'activité qu'on pourrait nommer comme la sidérurgie, le ciment, les mines, qui sont très liés finalement au secteur de la construction immobilière et des infrastructures. La vulnérabilité, oh je n'y arrive pas avec ce mot. La vulnérabilité financière qui en résulte semble d'autant plus grande qu'une part importante des financements réalisés via des circuits non conventionnels et qui, ma foi, ont pour conséquence, je dirais, d'échapper aux surveillances des autorités de régulation. Alors, non garantis par l'État, ils sont soumis au risque de défaillance en chaîne au cas des mouvements de panique. Et surtout, de fuite des dépôts, si des doutes sur leur robustesse financière, je dirais, surviennent. Alors, je dirais bien que soyons honnêtes là-dessus, bien que le gouvernement chinois dispose des moyens financiers, réglementaires et institutionnels pour circonscrire, je dirais, d'éventuels événements et de crédits et empêcher surtout une crise systémique, cette vulnérabilité l'incite à, je dirais, cette fragilité, on va dire comme ça, l'incite à modérer la progression du crédit destiné à soutenir la croissance. N'oublions pas que la croissance future de l'économie chinoise repose sur les innovations. Le problème de pollution et les surcapacités de production dans les industries de base impliquent que le développement des industries traditionnelles ne peut plus générer une croissance soutenue. Alors la Chine, pour continuer à croître vite, je dirais pour croître vite, pour se développer assez rapidement, doit concurrencer de plus en plus les pays avancés. Il ne suffit pas d'imiter des technologies importées. Il faut développer ses propres technologies. Le potentiel, je dirais, de croissance vient en effet du côté des secteurs ayant une forte capacité d'innovation technologique. Ainsi, je dirais même une des priorités du gouvernement est encourager, je dirais, les innovations. Le gouvernement mène actuellement, je dirais, des politiques de soutien aux activités d'innovation sur des plans ambitieux comme Internet, par exemple, Internet Plus, ou Made in China 2025, ou le e-commerce. Alors les mesures politiques adoptées ont créé un véritable, je dirais, secteur dynamique dans les activités d'innovation. Il y a de plus en plus d'entreprises nationales innovantes qui commencent à se faire connaître au niveau international. Gearbest, AliExpress, Alibaba, enfin, nous savons aujourd'hui, beaucoup de gens achètent directement à la source. Alors, bien entendu, ces entreprises investissent massivement dans leur propre capacité d'innovation et je dirais même n'hésitent pas à investir dans les entreprises des pays développés pour acquérir des technologies et des savoir-faire complémentaires. On sait aujourd'hui que la Chine achète des vignobles aussi bien dans l'énologie que dans le parfum. Ils investissent également dans les ports, dans les technologies, ils sont partenaires dans beaucoup de domaines. Et donc, tout cela concourt effectivement au plan prévu par Xi Jinping jusqu'en 2049, date à laquelle il s'est fixé la clôture du socialisme chinois. Alors, vu son retard de développement, restant à combler par rapport aux pays les plus développés, et ses regrets, je dirais, dans les activités d'innovation, la Chine peut encore connaître des taux de croissance relativement élevés dans les années à venir. Finalement, les ingrédients de la forte croissance chinoise sont le retard de développement, l'ouverture de l'économie vers l'extérieur, les réformes institutionnelles et politiques dans un objectif d'accompagner au mieux la croissance, le développement rapide des infrastructures matérielles et immatérielles, la mise en place des règles et des lois nécessaires pour une économie de marché contrôlée, les investissements massifs dans l'éducation et la recherche, et finalement, au fond,
la Chine a su parfaitement orchestrer l'ensemble de ces facteurs en adoptant une approche graduelle et à double voie pour réformer son économie afin d'y introduire les mécanismes de l'économie sociale de marché, en mettant en place une organisation politique tournée vers le développement économique, avec des cadres promus en fonction de leur capacité à développer l'économie. Alors même si je suis assez optimiste, puisque je trouve que c'est un miracle de sortir 900 millions d'individus de la pauvreté, mais il faut quand même préciser que le marché socialiste et capitaliste, parce que certains appellent ça du capitalisme d'État, d'autres disent du capitalisme intégral, d'autres un marché social, ou une économie sociale de marché, ou un marché socialiste de l'économie. Günter Graff avait lui-même fait une bonne analyse sur l'essai d'économie sociale de marché développé par l'Allemagne dans les années 70 et qui avait été un fiasco. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'économie socialiste, par exemple, pour en revenir un petit peu à la théorie, dans le marché économie socialiste de marché, l'État, via ses entreprises et ses holdings, a en main les piliers et les déterminants de la direction de l'économie, comme le secteur bancaire, la sidérurgie, les télécommunications, les transports, le secteur de l'énergie et l'exploitation minière. En outre, ce qu'il faudrait préciser, c'est que l'appareil d'État n'est pas aux mains d'entrepreneurs capitalistes. C'est ce que commettent beaucoup d'analystes là-dessus, croyant que finalement tout le monde s'est converti au capitalisme. Ce qui est, à mon sens, une erreur. Et ça pour d'autres, je dirais, pour d'autres informations que je possède. N'oublions pas qu'il y a des hauts cadres qui étudient le marxisme dans des universités où seuls les cadres du parti peuvent y accéder. Et les Chinois sont très secrets concernant l'étude du marxisme. Ils considèrent qu'ils sont passés ils ont fait ce que j'appelle le chemin inverse. Ils veulent passer du capitalisme au marxisme. Et les autres sont passés du marxisme au capitalisme. Bon, cela n'est pas la question. Revenons effectivement au marché socialiste, l'économie de marché socialiste. Alors, comme je disais, l'appareil d'État n'est pas aux mains des entrepreneurs capitalistes. Ceux-ci ne peuvent pas, comme cela s'est passé sous le capitalisme, unir une classe socio-économique prédominante. Et je dirais même, par conséquent, ils ne déterminent pas non plus la politique socio-économique de la nation. Enfin, il y a des différences dans le fonctionnement du marché. Sous le socialisme, il y a une relation d'unité et de lutte entre l'État et le marché, relation dans laquelle, je dirais, l'État est le facteur plus fort et celui qui décide finalement, qui aurait le dernier mot, bien que le marché soit le principal instrument de réparation des moyens disponibles parmi les entreprises. Il n'est pas libre pour autant. Sous le socialisme, le marché fonctionne dans les limites du système social. C'est ce qui définit, je dirais, le caractère du marché. Ainsi, dans les plans quinquennaux et dans sa politique journalière, l'État chinois établit quelles sont, je dirais, les priorités, ou comment des percées sont réalisées. Ce ne sont pas les banquiers ou les grandes fortunes qui dictent la politique au gouvernement. Nous sommes plutôt dans un cas d'espèce du contraire. Alors, comme je le disais, l'État chinois établit quelles sont les priorités. Et finalement, c'est l'État chinois qui donne les orientations. Comment, je dirais, des percées seront réalisées, comment certains aspects vont devoir être corrigés. Et ma foi, l'État encourage les parties individuelles et capitalistes de l'économie, mais sa préférence va néanmoins aux entreprises d'État, puisqu'elles restent quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me répète encore une fois, les entreprises privées en Chine sont des fausses entreprises privées, puisqu'elles sont, je dirais, dirigées par des entreprises d'État. Alors, en 2008, l'État chinois a révélé qu'il allait lancer toute une série incitant pour une valeur de 4 milliards de yuan, au moins 80% de ce montant colossal sera consacré à des commandes pour les entreprises d'État, dans la libre économie capitaliste de marché.
Alors il y a également une planification de l'État, une intervention de l'État, mais seulement pour une part très minime et toujours axée sur la rentabilité des entreprises privées. En fait, les entreprises privées sont au service de l'État. Et durant des périodes de crise et de guerre, la libre économie capitaliste de marché embraye rapidement sur un système où la planification et la coordination nationale sont beaucoup plus fortes. Mais là aussi, le profit des entreprises privées est le principe prioritaire dans l'économie socialiste de marché. Par contre, le développement socio-économique général de la nation est le principe, je dirais, directeur. N'oublions pas que le socialisme à la chinoise est aussi patriotique. Alors il ne fait absolument aucun doute que l'économie socialiste de marché crée de nouvelles contradictions. Le principal est celle-ci. Je veux dire, au fur et à mesure que l'économie croît et que les entreprises capitalistes deviennent elles aussi des géants, une tendance croîtra chez les capitalistes à vouloir assumer le contrôle de l'appareil de l'État. Et ça, ce sont les spéculations et les croyances venues de l'Ouest. Ce qui n'est absolument pas du tout la tendance au sein même des structures des dirigeants chinois. Alors, ce que vous pouvez constater, c'est que comme ce fut toujours le cas dans ces 60 dernières années, dans les moments cruciaux, la cohésion interne et la fermeté sur les principes du Parti communiste chinois sont effectivement déterminants. Alors, voilà, j'ai voulu faire une petite synthèse assez rapide. Je ferai d'autres, je dirais, je délivrerai d'autres travaux sur la Chine, fort intéressantes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis, ma foi, à la prochaine chronique. Malheureusement, j'ai été assez long, mais pour expliquer, synthétiser, cela, malheureusement, est nécessaire. Et je vous dis à la prochaine chronique. Merci à vous.